à tous et bienvenue dans cette nouvelle quotidienne. Nous irons avec Mara dans l'espace puisqu'elle nous racontera l'évolution de la conquête du ciel par l'homme depuis ses débuts. Puis Duke nous emmènera à Lifu où nous découvrirons ce qu'est le mapping. Et nous finirons ensuite avec Camille qui nous emmènera en sortie à Wejumel où nous irons notamment chasser le crabe de cocotier. Mais avant ça, place à l'invité du jour. Et je reçois aujourd'hui Monsieur Wauka Adhapunia, qui est donc le directeur de la DIL. Bonjour Monsieur Adhapunia. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la DIL, déjà Destination Île Loyauté? Quel est son rôle, depuis quand ça existe? Alors, Destination Île Loyauté, qui est donc le diminutif de la DIL, qui a été créée lors de la mise en place des provinces, donc en 90. Et donc c'est un organisme qui émane justement de la province des Îles Loyauté et qui est chargé de la promotion des produits touristiques des Îles Loyauté. D'accord. Donc, deuxième question, comment va le tourisme? Quelle est la situation actuelle aux îles? Donc c'est principalement pour les Îles Loyauté. La situation du tourisme des Îles Loyauté, je vais dire que ça va bien, hein, ça marche bien, puisque on est à la fin de 2014 à une augmentation du flux touristique aux Îles Loyauté. Donc on doit être à 17-18 000 fin 2014 et on a des perspectives pour 2015 à 22 000 touristes. D'accord. Alors, quelles sont les actions mises en place qui expliqueraient justement cette croissance? Alors, on a des actions de communication, hein, donc c'est dans le cadre des opérations et dans le cadre du travail de la DIL. Comme je disais tout à l'heure, c'est la promotion, mais c'est aussi la communication des produits touristiques. Pour amener les touristes aux îles, eh bien, il fallait à un moment donné y penser à quel genre de promotion on doit le faire. Donc nous, on est parti sur des forfaits Ibozu et des forfaits des fêtes événementielles. Alors, qu'est-ce que c'est justement ces forfaits? Donc, il y a deux forfaits différents, le forfait Ibozu et forfait fête événementielle. Est-ce qu'on peut les décrire? Oui, donc c'est deux concepts, on va dire, différents, mais pour un même objectif, qui est d'augmenter le flux touristique aux Îles Loyauté. Donc, les forfaits Ibozu, ce sont des packages, hein, on va dire comme ça en termes touristiques, qui sont vendus par le réseau de distribution des agences de tourisme local. Donc ça veut dire que la clientèle qui veut aller aux Îles Loyauté, eh bien, il passe par une agence de la place et va acheter son forfait. Au niveau, donc sur place, donc, il y aura ce forfait-là, donc ça comprend le transport avion ou bateau, l'hébergement sur place et les activités qui sont organisées sur place. Ça, c'est le forfait Ibozu. Donc le forfait Ibozu est subventionné par la province. Donc la province des Îles Loyauté met en place, nous alloue à la DIL des fonds de concours pour justement booster la clientèle, la clientèle à venir aux Îles Loyauté. On a aussi les fêtes événementielles. Qui sont des fêtes qui sont organisées par les comités de fêtes aux Îles Loyauté. Donc on a cette année 9 fêtes événementielles. Je prends par exemple la fête de l'avocat, la fête du parade qui va démarrer en avril. Ça c'est la première fête de l'année. C'est la première fête de l'année. Donc c'est de avril à novembre. Donc on commence par la fête du Parat au mois d'avril et on termine par la fête du Vivano, du Wajoyu à Marais. D'accord. Donc voilà, ce sont un petit peu ces deux concepts de forfait, mais qui sont vendus différemment. Donc les fêtes événementielles, comme je disais tout à l'heure, ce sont des fêtes qui sont vendues directement par les comités organisateurs des fêtes. Ils viennent à la DIL. La DIL met à disposition les bureaux pour la vente. Mais ces forfaits-là sont vendus directement par une personne du comité organisateur. D'accord. Alors, quels sont justement les marchés visés? Alors, les marchés visés, on a les statistiques, les dernières statistiques, c'est d'abord le marché local. Le marché local, c'est-à-dire le marché calédonien.
puisque c'est, on va dire, notre marché porteur. On dit souvent aux Calédoniens, et d'ailleurs c'est la promotion que l'on fait pour ce marché-là, c'est de, eh bien, avant d'aller visiter l'extérieur, eh bien, vous pouvez aller soit aux îles, soit dans le nord, ou soit même en province sud, puisqu'il y a beaucoup d'activités et beaucoup de choses à voir. Donc on vise premièrement le marché calédonien. En deuxième lieu, c'est le marché français, puisque c'est un marché, on va dire, la clientèle métropolitaine qui viennent rendre visite à leur famille. On appelle ça des VFR. Donc voilà, ce sont ces deux marchés-là, le marché calédonien et le marché français. En plus, on a aussi après le marché japonais et les marchés de proximité que sont la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Nouvelle-Zélande et Australie, que l'on retrouve aussi grâce au tourisme de croisière. Donc ça, ce sont des accords que vous passez donc grâce au GIE, si c'est bien ça, des contrats en fait de destination. Donc ça, c'est les GIE, donc c'est les groupes d'intérêt économique, c'est-à-dire que vous allez, vous réunissez en fait différentes structures qui ont un même objectif, un même intérêt, pour pouvoir donc chacun avoir promouvoir en fait votre activité. Et donc le croisière de tourisme, c'est avec la compagnie P&O, c'est ça, donc les paquebots. Qu'est-ce que ça représente le tourisme de croisière aux îles ? Avant de parler du tourisme de croisière, je voulais revenir sur les contrats de destination. Les contrats de destination, c'est pas exactement la même chose. Voilà, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Les contrats de destination, ce sont on va dire des accords qui sont mis en commun par les trois GIE, mais aussi avec les professionnels du tourisme, puisque il y a les hôteliers, il y a les restaurateurs, les loueurs de voitures, tout ce beau monde-là se réunissent à une réunion et on met en place des contrats de destination. Alors le contrat de destination, c'est quoi exactement? C'est toujours pour augmenter le flux touristique pour la Nouvelle-Calédonie dans un premier temps, et après le nord, le sud et les îles. Donc c'est des accords qui sont... et donc ça, c'est ce qui est important aussi, c'est le contrat de destination est initié par l'ADANC du gouvernement, qui est l'agence de développement des compagnies aériennes. D'accord. Donc on a mis en place des types de contrats de destination. Oui. On a commencé depuis juin de l'année dernière avec les contrats Australie-Nouvelle-Zélande. Oui. Donc on va faire les bilans au mois de mars. D'accord. On a mis en place aussi un contrat de destination pour le marché japonais. Et là, nous sommes en train de signer le contrat de destination pour les marchés français et européens. Maintenant, pour revenir sur les croisiéristes, effectivement, c'est un... Ça représente quelle part en 2014 pour les îles, par exemple? Alors, pour les îles, donc c'est Marais et principalement Lifou et Marais qui accueillent les croisiéristes. Donc, on en a reçu, je crois, près de 400 000 croisiéristes l'année 2014. D'accord. Donc, ce qui n'est pas négligeable d'ailleurs, parce que ça fait quand même des retombées économiques direct sur l'île. C'est à chaque toucher de bateau, c'est 1,2 million qui est reversé à la population locale. D'accord, oui. C'est un secteur aussi d'activité qu'on va, on va dire, booster, puisque... c'est en évolution. C'est en évolution. Et d'ailleurs, la croisière donc à Lifou, qui est initiée par donc P&O, mais organisée par... un comité qui s'appelle Medinewet. Et d'ailleurs, l'escale de Lifou est devenue une référence dans le Pacifique. Que ce soit dans le Pacifique entier. Dans le Pacifique, oui. Ah oui. En matière d'organisation, en matière d'accueil, voilà, exactement. Ouais. D'accord. Puisqu'il y a des tours qui sont organisés, donc c'est vraiment un marché qu'il faut qu'on prend ça au sérieux, puisque à développer. À développer, voilà. Parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est des retombées économiques directes à la population. D'accord. Donc on a évoqué le tourisme de croisière, les forfaits Iboju et donc les fêtes événementielles.
Et j'ai cru comprendre que UVA avait un standing particulier, une notoriété particulière pour les Japonais, pour le marché japonais. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, c'est... Pourquoi UVA? UVA parce que c'est une dame qui était venue à un moment donné en Nouvelle-Calédonie et qui est partie sur UVA. Une japonaise? Une japonaise, oui, oui, donc écrivain. Qui est tombée d'ailleurs amoureux de l'île d'UVA. Et à partir de là, elle a écrit un livre. Elle a écrit un livre qui a fait fureur d'ailleurs au Japon. Et c'est pour cela que la UVA est devenue une destination, on va dire, à part entière pour les Japonais. Donc il y a une notoriété particulière pour les Japonais. Et d'ailleurs, à la suite de ça, il y a un hôtel qui s'est construit à UVA, qui est le Paradis d'UVA, qui à l'époque était géré par un Japonais d'ailleurs. Donc toute l'infrastructure était conçue pour les Japonais. Maintenant, ça a changé puisque le Paradis d'UVA maintenant accueille toutes sortes de clientèles. Oui, bien sûr. Mais à un moment donné, c'était, on va dire 90%. Exclusivement une clientèle japonaise. Oui. D'accord. Alors, quelles sont les opérations de communication qui sont mises en place justement, alors à la fois pour le marché intérieur, puisque c'est le marché le plus porteur, et puis aussi pour le marché international? Eh bien, la communication, c'est la communication qu'on va faire depuis que la DIL existe d'ailleurs. Donc on met en place des campagnes de communication, notamment à la télé, des campagnes presse, des campagnes radio. Et donc à ce sujet-là, on est en train de... on fait une campagne spéciale pour le site internet de la DIL, qui vient de... Donc on a rafraîchi un petit peu. Donc ce sont ces campagnes-là, campagnes, on va dire, promotionnelles de l'année, toujours dans le but d'augmenter le flux touristique aux îles Loyauté. D'accord. Et donc pour finir, quelles sont les perspectives envisagées pour 2015, compte tenu justement du bilan 2014 ? Alors, on a déjà un bilan en 2014 qui est positif, comme je disais au début. Les perspectives pour 2015, c'est de renforcer les actions et puis les actions menées en 2014, notamment au niveau des fêtes événementielles et des forfaits Ibozu, puisque ce sont, on va dire, ces deux actions-là qui sont très porteuses pour les îles Loyauté. Donc, on va renforcer nos actions sur ces deux actions-là. D'accord, très bien. Eh bien, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Salut Davina. Salut Chloé et bonjour à vous à la maison. Donc aujourd'hui, direction UVA pour un petit événement incontournable de l'agenda loyaltien. Il s'agit bien sûr de la fête du Walay. Donc le Walay, tu sais, c'est l'énième vedette de l'île d'Iaï. Alors il faut savoir que cette fête a vu le jour en 2011 et la première édition est rattachée à un autre événement aussi important pour le pays. C'était le passage de la flamme des Jeux du Pacifique sur l'île d'UVA. Ah oui, d'accord. Voilà, ça c'est un peu... Les deux événements se sont un peu, on va dire, entrecroisés. Pour la petite histoire, c'était ça. Ensuite, on va continuer avec le programme. Il y aura notamment proposé durant cette fête du Walay différentes animations, notamment un marché. Il y aura aussi la dégustation de plats traditionnels à base de Walay, bien sûr. Et je sais que les gens de la tribu de Eo ont l'habitude de préparer un bougna géant en l'honneur de cette fête. Donc voilà, à découvrir. Il y aura aussi pour les amateurs un concours de pêche, voilà, pour ceux qui veulent. Je sais que Chloé pêche, donc pourquoi pas. Il y aura aussi de la musique et puis la possibilité d'aller découvrir l'île. Donc le rendez-vous est donné pour ceux qui sont intéressés du 14 au 16 août, voilà. Et donc, il y a aussi la fête du lagon qui est organisée du côté d'UVA. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Mais bien sûr, Chloé. Alors, pour savoir déjà que la fête du lagon est organisée avant celle du Walay, puisque les dates annoncées iront du 12 au 14 juin pour cette année. Et contrairement à celle du Walay, il n'y a pas de tribu qui... Tous les ans, ça change. Il n'y a pas pas toujours la même tribu qui accueille voilà, tout à fait. Merci de m'aider. Donc, voilà. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le lagon appartient à tous. Et puis, parce
puisque là-bas aussi, presque toutes les tribus pêchent. Donc voilà. Et puis, à savoir aussi que le lagon d'Ouvéa est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut le dire, c'est un sanctuaire pour tout ce qui est coraux, poissons, comme on va citer les rémontas, les requins ou encore les napoléons. Et puis, c'est aussi une réserve coutumière donc, qui est gérée, on va le dire, très sagement par les gens d'Ouvéa. En plus, petite particularité, on sait que pour la fête du lagon, le poisson est bien sûr réputé pour être sans gratte. Et oui, il n'y a pas de secret. Si on prend soin des choses qui nous entourent et qu'on arrive à gérer au mieux de façon sage, comme tu le dis, les ressources dont on bénéficie, ils nous le rendent bien. Et puis ça permet aussi à nos enfants d'en profiter et puis à nous aussi d'en profiter. Et ça, les gens d'Ouvéa l'ont bien compris. Et c'est tant mieux du coup, parce qu'ils nous invitent pendant 3 jours à venir découvrir le lagon, mais aussi les autres activités qui sont mises en place pour cette occasion. Et là, je pense notamment à la visite de la grotte de Ouloup ou alors un petit saut sur les plages, les belles plages d'Ouvéa. Cette chaleur. Le célèbre pont de Mouli aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi des excursions et puis des sorties avec le fameux bateau en fond de verre là, pour découvrir le lagon justement. Enfin, plein d'activités pour découvrir au mieux l'île la plus proche du paradis. Et oui, ça donne envie, surtout comme je te disais, par ces temps de chaleur. Tout à fait. Et c'est encore les vacances pour certains, alors profitez-en. Alors pour la suite, tu nous donnes des infos pratiques. Et oui, et c'est utile aussi, puisqu'il s'agit des coupures de courant électrique pour demain. Donc la première aura lieu justement sur la commune d'Ouvéa, plus précisément sur la région de Ouloup. Donc pour demain, je le disais, jeudi 15 janvier de 8h à 15h et pour l'entretien du réseau haute tension. On continue ensuite sur la commune de La Foix, plus précisément sur la région de Péra, Pau-Creux, les lotissements Wallis et Lila, ainsi que le lotissement industriel de Méharé. Toujours demain le jeudi 15, mais cette fois-ci de 8h à 16h et toujours pour l'entretien du réseau haute tension. Et enfin sur la commune de Yaté, plus précisément sur la région de Guimba, toujours pour demain, donc jeudi 15, mais de 8h à 16h pour l'entretien du réseau haute tension. Et puis concernant toutes ces coupures, je rappelle que le courant pourra être rétabli avant sans autre préavis. D'accord, c'est noté. Et on poursuit donc avec une information qui concerne les permanences juridiques gratuites en province Nord. Oui, c'est ça. Donc Julie Berroy, la juriste qui tient ces permanences, informe la population que jusqu'au 19, il n'y aura pas de permanence. Par contre, à partir du 19, elles pourront joindre Madame Berroy au 86 05 92 ou alors par mail droit.nc@gmail.com. Sachez que la permanence qui aura lieu normalement le 22 janvier à la mairie de Pointe-Boute est elle maintenue. Donc voilà. Voilà, merci Davina et puis on se retrouve tout à l'heure pour la chronique Demander le programme puisque tu prends le relais. Et oui, j'ai cette lourde charge de succéder à Chloé, je ferai de mon mieux. Merci, à tout à l'heure. Et on rejoint Jamie pour la chronique C'est Sport. Bonjour Jamie, alors aujourd'hui on va parler d'une jeune sportive au talent prometteur, une bonne nouvelle pour le tennis local. Voilà, bonjour Chloé et bonjour à tous. Donc c'est la révélation de l'année et c'est sans aucun doute, comme tu viens de le dire, l'une des valeurs sûres du tennis calédonien. Elle s'appelle Yael Onakoko, elle a 16 ans et elle est originaire de l'île de Lifou. Elle a été révélée au public calédonien durant les championnats de France juniors qui se sont déroulés à Roland-Garros, s'il vous plaît. Donc beaucoup d'espoir repose sur ses épaules. Sera-t-elle dans les années qui viennent l'une des meilleures françaises? A-t-elle les qualités pour se lancer rapidement sur le circuit professionnel et puis après se frotter au plus haut niveau? Donc des questions peut-être démesurées. Est-ce trop tôt, Chloé, pour une jeune de 16 ans de relever le défi? En tout cas, une chose est sûre, selon Gérard Winter, qui est son entraîneur, il disait dans les colonnes des Nouvelles Calédoniennes, à son âge, la plupart des filles à fort potentiel évolue déjà en WTA, qui est le circuit senior professionnel. Actuellement, Yael ne fréquente que les ITF, c'est-à-dire le tournoi dans la région Pacifique, voilà, le circuit junior. Et donc, quel est son classement, Yael? Donc, après avoir occupé la 462e place mondiale, donc au classement junior ITF, en août 2013, elle est aujourd'hui retombée à la 794e place. Pourquoi cette chute? C'est tout simplement parce que Yael est passée du circuit ITF junior
au circuit professionnel féminin. Donc voilà, elle est passée professionnelle, enfin elle a intégré le circuit professionnel féminin, c'est pour ça qu'elle est retombée à la 794e place. Donc il ne lui reste plus qu'à gravir les échelons et puis ben, voilà, se faire une place parmi les meilleures françaises. Et puis comme elle disait, je veux consacrer ma vie à jouer au tennis, ça elle disait également dans les Nouvelles-Calédoniennes, et puis elle rêve d'être joueuse professionnelle, de vivre grâce au tennis. Donc pour cela, il faut qu'elle performe sur des tournois internationaux, donc des tournois qui sont reconnus et classés dans ce circuit professionnel féminin. Et c'est ce qu'elle a fait durant le tournoi international du Club du Mont d'Or. Voilà, en effet, après 2 mois sans compétition et puis donc après son élimination au 3e tour de Roland-Garros, elle avait tout simplement hâte de retrouver la compétition. Et puis ben, ce fut l'occasion pour nous de pouvoir la rencontrer. Je vous propose de découvrir Yael Onakoko ou de la redécouvrir dans ce reportage. Le tennis déjà c'est une passion, c'est presque toute ma vie, je ne peux pas vivre sans ça. Donc voilà, passer 3 jours sans le tennis c'est un peu dur déjà. À l'âge de 7 ans j'ai commencé le tennis et depuis voilà, je continue. Et puis, déjà ça vient de mon frère, depuis tout petit, depuis toute petite, je le regardais jouer, je l'emmenais faire des entraînements et tout. Et c'est là, tout a commencé. J'ai aimé et puis après j'ai pratiqué. Et depuis c'est devenu une passion. Pourquoi pas devenir pro ou après prof de sport. Si j'y arrive pas, prof de sport. Toujours dans le tennis quoi. Il y a 2 ans je faisais du CNED. Donc je faisais 2 heures le matin, ensuite j'avais des heures de cours, 1 heure, 1 heure et demie, et je reprenais l'après-midi, donc après je faisais 3 heures, 2 heures de tennis et encore 1 heure et demie de physique, donc ça me faisait 5 heures, un jour 5 heures, et après depuis j'ai arrêté le CNED et je reprends le lycée, donc j'ai un peu moins d'heures. J'ai ralenti un peu le tennis pour l'année scolaire. Et voilà. Donc ça me fait, je m'entraîne juste le mercredi et le vendredi. 2 heures. Voilà. Après, ouais, c'est des sacrifices, donc c'est un peu dur. Ouais. Après, faut aimer se faire mal. Faut travailler, quoi. Ça va pas venir tout seul. Donc, ouais, c'est très dur pour le haut niveau après. Voilà, Roland-Garros, je regardais ça à la télé. C'était magique, je suis arrivée et je sais pas, j'avais les yeux. Après j'ai vu le niveau en France, donc je suis loin un peu du niveau en France, donc après il faut travailler, donc voilà. Après ici il n'y a pas tellement de filles. Après chez les garçons il y a du niveau quand même, mais là pour moi personnellement il n'y a pas assez de monde. Chez les filles il n'y a pas. Ici, je pense que tu peux pas percer dans le tennis, donc faut partir en France. Là, c'est cool parce qu'ils ont fait, le Mont d'Or a fait venir des Australiennes, 3 Australiennes, une à -4, une à 3,6 je crois, et une à 2,6. Donc ouais, là je vais me confronter à des filles qui tapent, quoi, des filles qui valent leur classement. Donc pour moi ça va être, des beaux matchs et après on va voir. Alors effectivement, c'est depuis quelques années le seul club qui organise un Open international et qui fait l'effort de faire venir des joueurs de l'étranger. Donc par le passé des Français de métropole
et des Australiens. Et cette année, uniquement des Australiens et également des Australiennes pour également participer à l'effort sur le tennis féminin. Il faut savoir qu'ici, les joueurs qui sont bien classés ont beaucoup de mal à conserver leur classement parce qu'ils n'ont pas d'adversaire suffisamment haut classé à leur niveau. C'est lié au système de calcul du classement français et calédonien. Donc c'est clair qu'il y a besoin de ce genre d'événement pour que les joueurs puissent progresser. Et puis c'est aussi une manière de pratiquer l'ouverture d'esprit en côtoyant une autre forme de tennis. Après, je me suis fait des amis au niveau tennis. Donc à chaque fois, dans les entraînements, je suis contente de retrouver tous mes amis. Mes entraîneurs aussi, j'ai une très bonne relation avec eux. Parlant de Gérard Winter, Philippe Poignon, Anne, ainsi de suite, dans les clubs olympiques, l'IFU, etc. Voilà, après j'ai des bonnes relations, donc pour moi c'est important ça, parce que voilà, c'est un peu grâce à eux aussi que voilà, je m'améliore de jour en jour. Au-delà de ses qualités sportives, elle a beaucoup de qualités humaines. C'est quelqu'un de très sage, de très, très doux, de très avenante, de très souriante. Voilà, elle a toujours un très très bon esprit sur les cours. Enfin, moi, de ce que je la connais juste en dehors des cours en fait, et je la connais sur le cours et elle a toujours un état d'esprit irréprochable. On considère que Yael Onakoko, c'est sans doute la joueuse numéro 1 du territoire. On est très content qu'elle nous fasse l'honneur de venir jouer à l'Open International chaque année. Et c'est vraiment une joueuse irréprochable qui a un état d'esprit parfait sur le court et autour des cours. Donc s'il n'y avait que des joueuses comme ça sur le territoire, le tennis calédonien irait loin. Moi, je pense que son point fort, c'est son mental. Je pense qu'elle a un mental qui est un peu au-dessus des autres. Mes projets là, à venir, c'est devenir pro. Et bon, là, c'est un peu plus dur parce que là, je suis retournée au lycée. Donc après, je vise d'avoir d'abord mon bac et après reprendre le tennis un petit peu parce que voilà, je suis pas sûre de réussir. Donc il vaut mieux avoir un bac qu'après pas pinailler. Enfin, voilà. Voilà, donc c'était durant la finale dames de l'Open International du Mondon, donc il y a vu la victoire de Yael Onakoko en 3-7, 5-7, 6-3, 5-7. Donc un résultat en apparence classique pour la joueuse de 16 ans, habituée depuis son plus jeune âge à glaner des titres sur le territoire. Sauf que là, son adversaire, c'était Rachel Ledoux, une joueuse professionnelle australienne âgée de 21 ans, donc qui en théorie passait pour la favorite du tournoi, mais c'était sans compter sur Yael Onakoko. Et est-ce qu'elle a les qualités justement pour devenir l'une des meilleures joueuses françaises de la WTA? Alors elle dispose de qualités physiques indéniables, un bon sens du déplacement et surtout une grosse frappe à l'issue de son élimination au 3e tour des championnats de France, donc disputé à Roland-Garros. La Fédération française de tennis l'avait évaluée comme une joueuse d'avenir. En Calédonie, les éducateurs de la discipline sont unanimes donc sur ses qualités physiques et techniques de la joueuse, mais ce n'est pas assez pour qu'elle puisse garder un rythme constant, régulier dans la façon de jouer surtout et régulier dans les performances, vu qu'il n'y a pas assez de compétition, vu qu'il n'y a pas assez de tournois internationaux ici. C'est donc difficile pour Yael de pouvoir garder le même rythme des joueuses de son âge en métropole. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu difficile pour elle et donc pour être suivie,
Donc ce manque de constance empêche la Fédération française de tennis de pouvoir la récupérer et l'intégrer en métropole dans le circuit professionnel féminin. Oui, parce qu'en fait, les responsables de haut niveau, enfin, notamment les responsables de la fédération, ils croient en elle, voilà. Mais pas encore suffisamment justement pour s'engager à ses côtés. Voilà, pour qu'elle puisse faire partie des meilleures joueuses du monde. Yael Onako, des meilleures joueuses françaises d'abord et ensuite des meilleures joueuses du monde. Yael Onako doit impérativement disputer des tournois internationaux. Donc plus d'Open internationaux, ça veut dire aussi jouer contre des joueuses de plus grande envergure. Voilà, gagner des matchs internationaux contre des joueuses bien classées lui permettrait d'accumuler des points pour grimper bien évidemment dans le classement WTA et pourrait lui apporter cette constance dans les matchs que recherche justement Chloé, la Fédération française de tennis. Toujours selon la Fédération, sa régularité pourrait s'acquérir par l'accumulation des matchs du plus haut niveau. Là, on se répète, mais c'est le challenge. L'équation, elle est simple pour Yael. Plus de matchs internationaux, donc plus de victoires contre des joueuses bien classées. Qui dit victoire dit points, et dit points dit, comment on appelle ça? Plus de chances pour elle. Et puis évolution, voilà, évolution dans le classement. Et puis si là, elle effectue une bonne évolution durant l'année 2015, peut-être que la Fédération française de tennis lui accordera cet accompagnement que la Fédération, que la Ligue calédonienne de tennis ne peut lui accorder. Et là, cet accompagnement, je parle bien sûr en termes financiers et puis en termes de logistique, parce que c'est un sport qui coûte assez relativement cher pour une joueuse, rien que pour la joueuse et rien que pour ses parents et puis aussi pour la Ligue calédonienne de tennis. Donc du coup, la seule instance qui pourrait lui apporter, donc qui pourrait lui permettre de réaliser son rêve de devenir joueuse professionnelle, c'est bien entendu la Fédération française de tennis. Donc voilà, c'est simple challenge. Voilà. Il ne reste plus qu'à Yael maintenant de confirmer sur les terrains internationaux son envie de devenir professionnelle. Et puis voilà, encore une fois, de convaincre la Fédération française de tennis, mais pas que la Fédération française de tennis, de pouvoir aussi convaincre son papa, parce que durant le reportage, son père il me disait en off que voilà, lui, son souhait, c'est qu'elle puisse réussir, puisse faire des études. Si elle veut faire de tennis, voilà. Si elle veut faire de tennis, elle a qu'à se donner les moyens elle-même pour devenir joueuse professionnelle. Si elle veut devenir joueuse professionnelle, elle a qu'à bien s'entraîner et puis mettre tous les moyens dans ses côtés pour pouvoir réussir. En tout cas, lui, ce qu'il veut, lui, c'est voir sa fille, comme tous les parents, oui, bien sûr, que les enfants réussissent dans les études. Pour lui, c'est le meilleur avenir que ça se comprend. Maintenant, si elle pouvait faire les deux, ça serait encore mieux. Donc, on l'encourage. Yael a un bon courage et puis surtout pour être régulière. Voilà, il y a une autre opportunité qui se présente à elle. Là, quand tu me dis si elle pouvait faire les deux, ce serait encore mieux pour elle. Elle souhaite aussi devenir professeur ou entraîneur de tennis professionnel. Donc là, après, c'est une autre histoire parce qu'elle pourrait, si avec ses performances, pourquoi pas intégrer un pôle espoir au professionnel. C'est la structure qui te permet de continuer à faire ton sport favori. Sport-études, un peu, c'est voilà, ça, sport-études. Donc si elle arrive à intégrer cette structure, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Voilà, c'est un peu, je dirais, le rêve de tous les sportifs calédoniens amateurs qui ils veulent avoir un travail et puis continuer le travail en pratiquant toujours leur passion. Donc bon courage à elle et puis bon courage. Voilà. Merci beaucoup, Jamie. Merci Chloé et puis à vendredi. Merci, à vendredi. Alors, on retrouve maintenant La Science et nous avec Mara. Salut Mara. Salut Chloé, salut à tous. Ça fait plaisir de te voir ici. Merci. Ça va? T'es prête pour La Science et nous? Ça va, écoute, ça dépend. Tu vas nous parler de quoi? Alors, je voudrais qu'on s'intéresse un petit peu aujourd'hui aux oiseaux et en particulier ceux des îles Loyauté pour le coup. Alors, sur ces îles, Marais, Tiga, Lifou et Ouvéa, les oiseaux, ce sont des animaux emblématiques tant au niveau naturel que culturel. Ils sont vraiment présents en permanence dans le quotidien des habitants. Il y a les perruches d'Ouvéa, par exemple. Oui, alors elles sont emblématiques de l'île et puis aussi endémiques à cette île d'Ouvéa. Mais elles ne sont pas passées loin d'extinction. Tu sais combien il en restait en 93? Aucune idée, je dirais 1000. Eh ben non, c'est encore moins que ça. Il en restait à peine 600 à cette époque-là. Ah ouais, en effet, ça fait pas beaucoup du tout. Et depuis, il y a des actions qui ont été mises en place pour les protéger? Oui, la population d'Ouvéa s'est mobilisée vraiment. Et il y a même une association, donc l'ASPO, qui a été créée en 93. Initialement, c'était pour sauvegarder la perruche d'Ouvéa. Et puis depuis, cette association s'est diversifiée pour devenir l'ASBO, donc l'association de sauvegarde de la biodiversité d'Ouvéa. Alors la menace la plus fréquente en fait pour ces oiseaux, c'est le prélèvement des jeunes oiseaux
au nid. Donc c'est le braconnage, hein. Ce sont des oiseaux rares, donc forcément ça intéresse les collectionneurs. Alors quelles sont justement les actions de cette association et puis de la population, j'imagine? Alors en fait, l'ASPO, elle emploie des personnes qui sont issues des différentes tribus de l'île. Donc après, c'est une question de logique, hein, tout simplement. Comme l'emploi de guides par l'ASBO offre des possibilités pour gagner leur vie à ces gens qui auraient pu chercher justement à gagner leur vie par le commerce des perruches, et bien là, la communauté n'a plus aucun intérêt à tolérer le braconnage finalement. Et donc, c'est logique. Il y en a moins du braconnage? Oui, moins de braconnage en effet, mais par contre, ce n'est pas la seule menace qui pèse sur la perruche. Il y a aussi la déforestation, hein, qui les embête beaucoup, les abeilles importées qui sont des compétiteurs pour les nids en fait, et puis potentiellement aussi, on peut parler des mammifères introduits comme les rats. Mais malgré ces menaces, eh ben, l'association en fait, elle a fait plusieurs comptages depuis 1993, et ces comptages montrent que la population de perruches de perruches d'UVA est passée d'environ 600 oiseaux en 1993, comme on le disait tout à l'heure, à environ 2900 oiseaux en 2011, ce qui reste encore peu, hein, il faut le dire. Oui, bon, c'est quand même un beau progrès. Oui. Est-ce que ça, c'est grâce à la diminution du braconnage? Oui, et aussi grâce à un taux élevé de reproduction. Et c'est en grande partie dû au fait que la population de l'île a mis en œuvre elle-même les moyens de protection de l'espèce. On le sait, hein, si la population n'est pas d'accord, ça ne marchera jamais de toute façon. Oh, bah, ça montre que quand il y a des activités alternatives autour d'un même programme, hein, qui offre justement des possibilités de ressources supplémentaires, eh bien, ça marche. Et oui, ouais. Et aujourd'hui, donc, UVA est fier de sa perruche, hein, c'est son emblème d'ailleurs. Ouais. Et puis c'est aussi un attrait écotouristique qui n'est pas négligeable pour cette île. En effet. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres espèces endémiques sur les îles Loyauté? Oui, alors au total, sur les îles Loyauté, il y a 3 espèces endémiques. Donc la perruche d'UVA, on vient d'en parler. Et il y a à Lifou 2 espèces endémiques de Zostérops, qu'on appelle souvent lunettes. Alors il y a le petit lunette, que vous pouvez voir à l'écran dans quelques instants, le Zostérops minutus, avec l'accent latin, et le grand Zostérops, que vous allez voir juste après, le Zostérops inornatus, qui apparemment ne se laisse pas facilement voir quand on le cherche. D'accord. Et est-ce que ces lunettes, justement, sont des animaux protégés? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la Grande Terre, dans les 2 provinces, il y a le Code de l'environnement qui protège tous ces oiseaux terrestres. Mais en ce qui concerne la province des îles, eh bien, ce code de l'environnement n'est pas encore rédigé. Malheureusement, c'est encore en cours. Dommage, d'accord. Mais bon, du coup, il y a quand même des gens qui œuvrent pour la protection de ces espèces. Est-ce qu'il y a des assos qui ont été montés pour ça? Oui, en particulier l'association dont vous avez sûrement entendu parler, Wachomewela, donc désolé pour l'accent, mais en djéou, ça signifie l'oiseau et la baleine, donc qui travaille, comme il n'y a pas de code de l'environnement, avec les autorités coutumières pour mener des actions de sensibilisation essentiellement. En fait, leur objectif, c'est surtout de communiquer un maximum avec la population, faire prendre conscience finalement aux gens de la richesse de l'île pour leur donner envie de valoriser et de protéger cette richesse justement. Et ces lunettes, est-ce que ce sont des espèces menacées? Oui, elles sont menacées en particulier par les espèces envahissantes, comme surtout, on a beaucoup parlé des rats qui mangent les œufs directement dans les nids. C'est pas gentil. Ou encore, eh bien, les fourmis électriques. Donc l'objectif de cette association, entre autres, ne s'occupe pas que de ces oiseaux, c'est justement de mieux connaître les enjeux de protection de ces oiseaux des îles Loyauté, former les gens localement aussi, pour qu'ils puissent devenir des relais pour les études scientifiques, mais aussi pour les enfants, pour leur transmettre le message et puis les sensibiliser à la valeur de leur patrimoine. Et ça fonctionne? Eh bien, écoute, de plus en plus, oui, les gens de l'association m'ont dit qu'en parlant avec les personnes, ils se rendent compte que oui, on s'y intéresse de plus en plus, on ramène des photographies de spécimens qu'on ne connaît pas ou quoi. Enfin, finalement, la population aussi, elle contribue largement à motiver l'intérêt pour la biodiversité locale. Après, l'association Wachomewela a aussi édité des posters qui référencent les oiseaux terrestres de l'île et aussi plus récemment les oiseaux marins. Il y a aussi des fiches de terrain qui sont adressées au grand public, toujours dans cette volonté de communiquer, de donner envie aux gens de protéger leur environnement. Sensibiliser. Exactement. C'est vrai que quand on ne connaît pas, on n'a pas forcément envie de protéger, c'est sûr. On va dire que c'est humain. C'est humain, exactement. Alors pour ça, tous les moyens sont bons pour sensibiliser. Alors chez nous, on édite des posters, ce qui est déjà très très bien. Mais par exemple, à l'université de Zurich, eh bien, les étudiants ont eu une idée pour le moins originale à base de réalité virtuelle. Il s'agit d'un simulateur de vol qui permet de vivre l'expérience d'un vol d'oiseau. Alors vous allez le voir, c'est assez rigolo à regarder. Il s'agit de battre des ailes, enfin des bras, dans la réalité pour faire avancer en fait son oiseau avatar virtuel. Dans les plumes d'un oiseau, on regarde.
Voler à l'instar d'un oiseau, c'est presque possible grâce à ce simulateur fabriqué à l'université de Zurich. Le simulateur agit comme une extension de ses propres membres. En bougeant les ailes, on peut déterminer la vitesse et la force du mouvement. On n'a plus qu'à profiter du survol de San Francisco. Ça peut être effrayant parfois lorsqu'on pique du nez, comme je le fais maintenant, le sol se rapproche. Je me redresse, c'est fascinant. Le réalisme est accentué par l'usage de lunettes qui permettent d'avoir une vision sur 360 degrés et en 3D. Il a fallu 1 an de travail pour mettre au point ce petit bijou de technologie. C'était épuisant, on a dû faire face à des contraintes de temps. Et nous n'étions que 3 ou 4 personnes sur ce projet. On a tout fait du début à la fin. L'électronique, le software, le hardware, c'était beaucoup de travail. Même l'effet du vent a été reconstitué afin de renforcer encore le réalisme. Le simulateur a déjà été présenté dans une réserve naturelle. Objectif, développer la sensibilisation autour de la protection des oiseaux. On a fait un brainstorming et on s'est demandé comment pourrait-on faire mieux comprendre aux visiteurs du musée la protection des oiseaux et la fascination pour le vol, si ce n'est en construisant un simulateur qui nous permet de voler comme un oiseau. Voler dans le ciel tel un oiseau, beaucoup s'y sont déjà essayés, souvent sans grand succès. La technologie du XXIe siècle ouvre de nouvelles perspectives et cette fois sans risque. Mais ils avaient peur de rien quand même à l'époque avec leurs petits costumes. C'est clair, en tout cas, pas peur du ridicule, ça c'est clair. Mais bon, en même temps, je les comprends carrément. Hein. À l'époque, de voir les oiseaux voler autour de nous, ça donne envie tout simplement de faire pareil. Puis l'instinct premier, quand on s'imagine voler, c'est de copier ceux qui savent le faire, donc les oiseaux. Puis donc d'essayer de battre des ailes, quoi. Je les comprends, voilà, ça a mis plus longtemps pour imaginer les avions tels qu'ils sont aujourd'hui. Oui, ouais, j'imagine que quand on ne connaît pas les avions, si on a envie de voler, pour voler, on a envie de battre des ailes, des bras. Exactement, ça a été l'instinct premier des précurseurs de l'aviation. Il a fallu attendre la fin du XVIIIe siècle pour la découverte des principes de base de l'aérodynamique et pour comprendre que pour voler, il est inutile de chercher à imiter un oiseau et qu'il faut que les ailes de l'avion soient fixes au contraire. Et aujourd'hui, on envoie des fusées dans l'espace et des sondes sur des comètes. Ça a bien évolué tout ça. Et tu crois pas si bien dire, ça va encore évoluer d'ailleurs, puisque les dirigeants politiques européens se sont réunis en décembre dernier au Luxembourg pour prendre des décisions, en grande partie financières, pour les années qui viennent en ce qui concerne le programme spatial européen. Donc les prochaines fusées, les prochaines missions, le programme en images avec quelques nouvelles de l'espace. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans Space. 2014 a été une année extraordinaire dans notre système solaire. Nous nous sommes posés sur une comète, nous avons de nouveaux astronautes dans l'espace et toutes sortes de missions en préparation. Alors quel est le futur du secteur spatial en Europe? Nous allons y revenir, mais d'abord les nouvelles du mois de notre univers. Sortie d'hibernation réussie pour la sonde américaine New Horizons. La voici parée à remplir sa mission, la toute première exploration de la planète naine Pluton et de son satellite Charon, arrivé sur site en juillet. C'est la version japonaise de Rosetta. La mission Hayabusa 2 a été lancée à destination d'un astéroïde. Objectif, l'étudier et ramener un échantillon de son sol sur Terre en 2020. À son bord, un petit atterrisseur de fabrication allemande. L'Observatoire européen austral confirme avoir levé le milliard d'euros nécessaire à la construction au Chili de son télescope XXL, le plus grand au monde. Les travaux peuvent donc commencer, entrée en fonction prévue au début de la prochaine décennie. Les décisions prises ces derniers jours auront un impact sur le programme spatial des 10, 20, 30, voire même 50 prochaines années. Voyons ce qui nous attend. L'espace peut inspirer émerveillement et humilité. Ces images de la Terre ont été capturées par l'astronaute allemand Alexander Gerst au cours de son séjour de 6 mois à bord de la Station spatiale internationale. Ce que j'ai le plus aimé, c'est la façon magnifique dont Alexander Gerst a montré la Terre depuis l'espace. Il a su capter l'attention de nombreux jeunes et fasciner des gens un peu plus âgés, mais jeunes dans leur tête. Pour moi, il a fait beaucoup pour la recherche spatiale en Allemagne.
L'espace, c'est le terrain d'une grande aventure humaine pleine d'humanité. Quand Philae s'est posé, nous étions là pour partager l'émotion. Waouh, par où commencer? Nous nous sommes posés sur une comète, qui l'eût cru? C'est une source d'inspiration, vraiment. Mais l'espace a aussi à voir avec la politique et bien sûr, l'argent. Retour sur Terre, donc, dans la ville de Luxembourg qui se prépare pour Noël. À 2 pas de là, le manège de la politique spatiale européenne tourne aussi avec les ministres des 20 États membres de l'Agence spatiale européenne venus parler fusées, missions et financement. Un des thèmes aujourd'hui est l'équilibrage des différentes contributions de différents pays, en particulier de la France, de l'Italie et de l'Allemagne. L'essentiel du marchandage s'est fait en amont. Le budget annuel de 3,3 milliards d'euros de l'Agence spatiale européenne a déjà été défini. À Luxembourg, on apporte la touche finale et on valide. La réussite de ce genre de réunion dépend souvent des contacts noués au fil du temps, comme l'explique le ministre britannique des Sciences. Les enjeux sont très importants et la seule manière de procéder est de rencontrer les gens de visu, apprendre à les connaître pour trouver un accord. On a beaucoup parlé fusée à Luxembourg. La fusée européenne Ariane 5 est désormais jugée trop chère. Sa position de leader sur le marché est menacée par sa nouvelle concurrente américaine SpaceX, moins coûteuse. La réponse de l'Agence spatiale européenne sera la toute nouvelle Ariane 6, déjà assurée d'un financement de 3 milliards d'euros. La première grande bonne nouvelle européenne, c'est d'avoir décidé de lancer ensemble Ariane 6, dont le premier vol devrait intervenir en 2020. Une nouvelle fusée, un lanceur compétitif, modulaire, qui n'aura plus besoin de fonds publics pour son aide à l'exploitation. Voici à quoi ressemblera Ariane 6. Elle se déclinera en 2 versions avec au choix 2 ou 4 propulseurs. Chaque lancement coûtera de 70 à 115 millions d'euros contre 160 millions d'euros actuellement avec Ariane 5. Cela nous donne plus de flexibilité et nous rend plus compétitifs parce que nous, les Européens, voulons conserver notre propre accès à l'espace face à la concurrence américaine, chinoise, russe et indienne. Il y a un large spectre de concurrents, mais nous voulons rester dans la course et notamment construire un bon lanceur qui puisse transporter des satellites dans l'espace. Côté destination, Mars s'impose comme une évidence. La mission ExoMars, emmenée par l'Italie et la Grande-Bretagne, lancera une sonde vers l'orbite martienne en 2016. Puis en 2018, le rover ExoMars se posera sur la planète rouge. Les ministres ont validé les 160 millions d'euros nécessaires au projet. Ce qui rend ExoMars unique, c'est qu'il pourra creuser et chercher des signes historiques de vie sur Mars. On ne l'a jamais fait avant. Chaque fois qu'on est sur une de ces missions, c'est quelque chose de nouveau dans le sillage de Rosetta. C'est ce qui est enivrant dans ces missions scientifiques. Vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Dans un certain sens, c'est le prolongement logique de Philae sur la comète. Nous pensons qu'il est très intéressant d'aller voir ce qui se trouve sous la surface de Mars, parce que l'analyse qui a été faite à la surface montre qu'il n'y a pas de vie sur Mars. Et d'un côté, c'est évident, puisque les radiations et les rayons cosmiques ont certainement détruit toute forme de vie sur des millions d'années. Mais de l'autre côté, il est possible que quelque chose ait survécu en profondeur. L'avenir de la présence de l'homme dans l'espace est moins clair. L'an prochain, l'Europe enverra 2 astronautes sur l'ISS qui, faute de soutien, risquent le démantèlement d'ici 2030. En attendant, elle reste un bon outil de recherche. Pour nous, l'ISS est l'infrastructure de recherche parfaite en orbite terrestre basse. Nous en avons besoin pour l'étude de la physiologie humaine, en biologie, ainsi qu'en sciences des matériaux. Et maintenant aussi pour observer la Terre et pour la recherche fondamentale sur l'antimatière, par exemple, et toutes ces questions. Et si les astronautes ont un rôle important à jouer dans l'exploration, les missions robotisées comme Rosetta ont décidément la cote en Europe. Aujourd'hui, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est la capacité des robots. Nous allons aller partout avec des robots. Donc, c'est la puissance des robots qui, finalement, permet de faire beaucoup plus vite, beaucoup mieux et beaucoup moins cher que l'exploration habitée.
Tous les membres de l'Agence spatiale européenne se doivent de financer les missions scientifiques. Mais la plupart des gouvernements investissent dans l'espace parce que ça rapporte. Le secteur crée non seulement des emplois, mais aussi des services aujourd'hui tenus pour acquis, tels que la télévision par satellite ou encore la navigation GPS. Au-delà du rêve que l'espace offre à tous, il y a les résultats réels et tangibles de la recherche scientifique dans ce secteur, qui sont aussi fondamentaux pour le développement futur de nos pays. C'est bon pour l'économie, mais c'est bon aussi pour le sentiment d'appartenance, tout simplement. Les terriens se mobilisent. Et je trouve que dans la période, avoir des projets qui créent finalement de la solidarité, de la coopération, de la fraternité, ça élève le débat. Les décisions sur le financement et la gestion du secteur spatial en Europe sont prises sur la base d'arguments purement économiques. Mais les résultats, une fois en orbite, n'en sont pas moins agréables à contempler. Et oui, c'est toujours l'argent qui dirige tout, comme d'habitude. Mais bon, malgré ça, ils réalisent quand même de beaux projets, malgré cette motivation financière. Bah oui, il y a aussi la dimension humaine qui rentre en jeu. Ce sont des aventures tellement incroyables que finalement, ça passionne tout le monde. La découverte spatiale, c'est dans nos yeux qu'on voit les étoiles quand on en parle. Mais c'est ça aussi, les envies de grandeur, c'est caractéristique de l'être humain. Et oui, on est comme ça, on n'y peut rien. Il faut qu'on fasse des trucs de fou, sinon on n'est pas content. Et non. Bon, merci Mara pour ces oiseaux et ces fusées du coup. Merci à toi. À très bientôt. Et puis on passe à la suite, Demandez le programme avec Davina. Et comme convenu, on retrouve Davina pour la chronique Demandez le programme. Et oui, c'est moi donc qui reprend ta place. On va partir tout de suite, si tu le veux bien, en cette semaine spéciale Île Loyauté pour parler un peu des différents tournages qu'il y a eu là-bas. Donc on commence avec un petit voyage dans le temps et on s'intéresse à une série de films documentaires qui a été réalisée par l'UNESCO et l'ONU, donc entre 1910 et 1940, afin de permettre à ceux qui ne connaissaient pas en fait, de mieux comprendre le système de fonctionnement des peuples du Pacifique. D'accord. Alors, ils sont allés où, du coup, dans le Pacifique ? Du coup, ça les a emmenés jusqu'à Tahiti, jusqu'au Vanuatu, même en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et puis, bien sûr, chez nous, donc leur petit passage aux îles Loyauté, ça a donné le film qui s'intitule Visions australes, un film romancé qui date de 1930 et qui a été réalisé par Jean Mugely, donc, qui nous invite donc à Lifou, du côté de Mou. Donc, ça raconte l'histoire de deux hommes qui se disputent l'amour d'une femme. Et à travers cette histoire aussi, on peut découvrir les différentes scènes de vie dans la tribu, donc voilà, à découvrir, ainsi que les différents paysages aussi qui sont très beaux du côté de Lifou. D'accord. Et donc on imagine du coup que les acteurs du film, c'était des gens de Lifou ? Oui, tout à fait. Donc les figurants, tout comme les personnages principaux, étaient issus de la population, menés de la population. Tout à fait. Il y avait notamment parmi eux, dans un des rôles principaux, le chef Boula, et je tenais à le préciser, c'est pas rien, il a quand même été au cœur de ce film. Ah oui, oui, oui. Une carrière peut-être... Pourquoi pas, en tout cas on sait qu'il a déjà celui-là à son actif. Ensuite on ne pouvait pas parler des îles Loyauté sans faire référence à cet acteur qui a joué notamment dans les Yamakasi. Tu sais déjà de qui je vais parler. Oui, Yann Naucha. Oui, tout à fait, donc il y a notre Yamakasi à nous, que l'on peut d'ailleurs voir à l'écran très bientôt, donc sa photo, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Pour vous rappeler un peu le contexte, avant le film, en 2011, les Yamakasi, c'était un groupe d'amis qui travaillaient ensemble. Ils se connaissaient déjà avant, ils se connaissaient déjà avant le film et ils ont tous un peu créé ce mouvement Yamakasi. Donc voilà, avec notre ami Naucha, il y avait notamment Charles Perrière, Chaubel, William Bell, il y avait aussi Laurent Piemontesi, Guylain Boyek, Malik Diouf, David Bell et Sébastien Foucon. Voilà, ils ont tous créé ensemble ce mouvement Yamakasi. Donc comme je te le disais, en 2001 le film sort, le film Yamakasi voit le jour, on va dire comme ça. Les samouraïs des temps modernes, réalisé par Valérie Zetoun. Donc vous ne le voyez pas à l'affiche, mais on sait qu'ils étaient 7.
Moi, je vous ai cité 9 personnes tout à l'heure. C'est tout simplement parce qu'il manquait David Bell et Sébastien Foucon qui, eux, au moment où sortit le film, étaient sur d'autres projets. Donc, ils n'ont pas pu participer à ce tournage. Oui, ce qui est dommage. Donc, pour vous rappeler un petit peu l'histoire, je ne sais pas si tu t'en rappelles, toi. Ouh là là, c'est très lointain. Bah alors, je vois un petit peu le style des Yamakasi, quoi, mais l'histoire, non, je ne me rappelle plus du tout. Bah, en fait, ça raconte l'histoire de 7 jeunes de banlieue qui ont créé, donc, comme je le disais, leur propre discipline, l'art du déplacement. Et ils bravent tous les dangers, mais s'assurent de garder quand même un mental fort, ce qui aide dans leur discipline. Ils escaladent donc les immeubles et ils effectuent des sauts vertigineux. Donc, chacun des 7 a sa petite spécialité, on va dire. Donc, baseball est un lanceur d'élite, l'araignée se déplace tel un héros. Voilà, la belette est une véritable anguille. On continue Zikmu, vous avez compris bien sûr Zikmu. La musique. Ouais, la musique. Puis son énergie justement dans la musique. Rocket est aussi rapide qu'une fusée. Il y a aussi Tango, le fameux danseur. Et puis vous allez retrouver aussi Sitting Bull, donc le leader. Donc les jeunes, bien sûr, du quartier s'identifient à eux, ils essaient de faire comme eux. Par contre, un jour, bien sûr, l'accident arrive, voilà. Un jeune qui a quelques petits problèmes au cœur essaye de faire comme eux et malheureusement se blesse. Donc à l'hôpital, les docteurs trouvent une solution, mais ça coûte quand même assez cher. Donc ils décident de mettre un petit plan à exécution pour aider ce jeune homme. D'accord. D'ailleurs, l'histoire n'est pas loin de la réalité, en fait, puisque près de 14 ans plus tard, le mouvement Yamakasi est toujours aussi présent aujourd'hui. Il fait toujours autant l'unanimité chez les jeunes. On le voit d'ailleurs même ici localement, puisque d'ailleurs c'est le frère de Yann Naoucha qui encadre le mouvement Yamakasi avec les Yamak Pacifiques. D'accord. Et puis ça s'appelle le parcours en fait, cette technique-là de sauter d'immeuble en immeuble. Justement le parcours, et il y a aussi une autre, on va dire, variante du mouvement Yamakasi qui a vu le jour aussi. D'ailleurs, c'est, comme je le disais, les 2 personnes qui n'étaient pas dans le film qui sont à l'origine de ces 2 variantes du mouvement Yamakasi. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. C'était ça les autres projets pour lesquels c'était sûrement ça. Écoute, je ne sais chose pas, en parallèle. Bon, voilà, je tenais à le dire. Puis tu le disais aussi, c'est vrai, aujourd'hui on parle encore beaucoup du mouvement Yamakasi. D'ailleurs, pour la petite histoire, je me rappelle que dans un agenda que j'ai pu annoncer déjà, du côté de la mairie de Nouméa, ils organisent des stages de Yamakasi pour permettre aux ados de s'y mettre. Attention par contre, les enfants, si vous nous regardez, les Yamakasi quand même, ils ont un certain entraînement, donc ne faites pas n'importe quoi, il faut habituer son corps à faire ses mouvements, il ne faut pas faire n'importe quoi au risque de vous blesser. Voilà. Très important. Alors sinon, à part le film Yamakasi, est-ce que Yann Naoucha a joué dans d'autres films? Oui, tout à fait. Il a joué notamment dans Les Marchands de Sable en 99. On l'a aussi vu dans Taxi 2 la même année. Après les Yamakasi en 2001. Et puis, il a fini aussi, il a tourné, on l'a vu dans Les Fils du Vent en 2004. Donc pas mal, joli palmarès. Moi, je voulais juste dire merci de nous avoir fait rêver dans Yamakasi. Elle surtout. Non, plus sérieusement, on continue donc avec les sorties cinéma du côté de La Foi et de Bourail. Qu'est-ce qu'il y a de beau à voir? Alors, à l'affiche du côté de La Foi, cette semaine, il y aura Le Hobbit, la bataille des 5 armées, un film de Peter Jackson avec notamment Martin Freeman, et Martin Freeman et Evangeline Lilly, voilà, de la série Lost. Tout à fait, donc c'est un film qui dure un peu plus de 2 heures, et qui sera diffusé donc ce soir à 17h30. Il y aura une autre séance demain, jeudi 15, à 17h30 toujours. Et enfin, samedi 17, il y aura 2 séances là, donc une à 17h30 et une autre à 19h. Et puis à Bourail, qu'est-ce qu'il y a à l'affiche à Bourail? Alors à Bourail, si vous êtes du côté de Bourail, vous pourrez voir notamment Boyhood, un film de Richard Linklater, donc qui sera notamment diffusé ce soir à partir de 17h30 et vendredi 16 aussi à 18h30. Il y aura aussi la projection de l'opération Casse-Noisette, un film d'animation en 3D à voir. C'est tordant comme film, j'ai pu le voir moi. Génial. Oui. De Peter Le Peignotis, pour la prononciation. Donc à voir en famille, comme je vous le disais, il dure à peu près 1h30 et il est diffusé donc aujourd'hui à 14h et aussi jeudi 15 à 18h30 et ainsi que vendredi 16 à 18h30. Et à Nouméa, qu'est-ce qu'on peut voir à Nouméa à l'affiche? Alors à Nouméa, je sais qu'il y a Invincible, donc un film une biographie, on va dire, réalisée par Angelina Jolie.
Donc voilà, avec Jack O'Neill qui raconte l'incroyable destin d'un coureur olympique et héros de la Seconde Guerre mondiale en la personne de Louis Zamperini, dont l'avion s'est écrasé en mer en 1942. Donc voilà, il a tué quand même 8 membres d'équipage en laissant 3 rescapés sur un canot de sauvetage, dont 2 d'entre eux ont quand même survécu, il faut le souligner, 47 jours durant. Voilà, ils ont été récupérés par les ennemis japonais notamment. En et période puis, de guerre, oui. Tout à fait, donc ils ont été directement conduits dans un camp de prisonniers. Voilà, à voir aussi un autre film, hein, Les Nouveaux Sauvages de Damian Zifron, pardon. Donc le film parle un peu de cette frontière qu'il y a entre le monde civilisé et le monde sauvage. Et les personnages, justement, là, ils ont un peu de mal à se contenir, on va dire, dans le monde civilisé. Tout à fait, donc voilà, un peu déjanté, à voir. Et enfin, il y aura aussi La Dame en Noir 2. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, La Dame en Noir 2, L'Ange de la Mort, vous l'aurez compris, c'est un film, ouais, tout à fait, déjà ça t'annonce la couleur, on va dire. Donc c'est un film d'horreur interdit, je le précise, au moins de 12 ans, donc, et qui est également sorti cette semaine, qui raconte l'histoire de 8 élèves évacués de Londres pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont accompagnés de leur institutrice et de leur directrice, et ces 2 dames vont les accompagner jusqu'à un manoir, donc un immense manoir, qui est hanté. Donc voilà, de l'ombre va surgir cette espèce d'esprit démoniaque. Donc voilà, à voir, suspense, je vous raconte pas plus. Avis à nos amateurs de sensations fortes. Bon ben voilà, merci Davina pour cette première chronique, ça s'est plutôt bien passé. Ben écoute, c'est à nos amis et à toi de me le dire. J'ai fait de mon mieux en tout cas. Oui, c'était très bien. Quant à nous, on passe à C'est bien de chez nous avec Duke Menango, c'est tout de suite. Bonjour Duke, alors aujourd'hui on va parler Arcanac et on va également parler de mapping. Alors pour rappel, on en a déjà parlé, le mapping pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est une technique multimédia qui consiste en fait à projeter une vidéo sur des monuments, alors un monument en général de très grande taille ou alors encore sur des reliefs naturels, en l'occurrence ici on va parler de mapping sur une falaise. C'est ça Chloé, alors tout d'abord bonjour Chloé, bonjour à vous à la maison. Alors, pour introduire un petit peu le sujet du jour, on peut déjà faire référence au fait qu'auparavant, nos ancêtres, nos grands-pères, vivaient dans des grottes parce que à l'époque, ils ne savaient pas encore se construire des maisons ou les cases. Les cases, ils n'avaient pas encore acquis toutes les techniques que les Polynésiens, là, on en parlait dernièrement, c'était quand hier. On en parlait de notre rubrique sur la case. Tout à fait. Et puis voilà, du coup aujourd'hui il n'est pas rare de trouver des parois de ces grottes-là qui sont pleines de dessins, de motifs, de peintures un peu rupestres. Peintures parce qu'à l'époque nos vieux dessinaient, peignaient un peu des motifs de ce qu'ils avaient un peu autour de leur environnement à l'aide de charbon. Alors c'est vrai qu'on n'en sait pas beaucoup en fait sur ces dessins. On en sait plus en fait sur les dessins par exemple des grottes de Lascaux que sur les dessins des grottes du pays. C'est vrai. D'ailleurs Chloé, pour faire référence un petit peu et rendre hommage un petit peu à tous nos ancêtres, tous nos vieux qui vivaient dans ces grottes là qu'on vient de citer, les jeunes de chez moi là, de Négoné, surtout ceux du côté de la baie des Waik à Roe, ils surnomment leur tribu, leur Panamenen, comme on dit en Négoné, Taredug. Taredug qui signifie, qui fait référence un petit peu à ces grottes-là pleines de stalagmites, de stalactites. D'accord. Voilà, juste un petit clin d'œil au. D'accord. Alors pour évoquer un autre support, on a aussi les supports végétaux. Comme support végétal, on a aussi par exemple le bois. Et du coup, ça fait penser tout de suite aux sculptures ou alors les énormes chambranles qui sont réalisées donc en houppe. D'ailleurs, on peut encore voir aujourd'hui de très très vieilles sculptures qui sont exposées au musée du pays. C'est vrai d'ailleurs pour ces sculptures, ces chambranles-là, elles font référence, elles symbolisent un peu tous nos vieux, là dont on parlait, surtout les esprits divins, on va dire ça comme ça, nos petits gardiens qui sont toujours présents d'ailleurs à nos côtés. Oui, alors on a eu aussi après les peintures, les dessins sur tapas, fabriqués donc à base de matière végétale, d'écorce de banyan. Et puis d'ailleurs on a réalisé il n'y a pas longtemps, on a diffusé un reportage sur le sujet dans lequel le vieux Yvan Kona nous partageait donc son savoir sur le sujet. C'est vrai d'ailleurs, pour continuer on peut dire que
que voilà, depuis, nos vieux ont développé leur art, développé toute leur qualité artistique là, sur différents supports. Alors aujourd'hui, avec les outils modernes, là, maintenant, on dispose de la vidéo, de tout ce qui est multimédia, tu en parlais dans ton introduction, de la photo, et puis voilà. Mais ce qu'il y a d'intéressant à dire, c'est que malgré le fait qu'on a maintenant des outils modernes, tout ça, le contenu, ou plutôt ce qui est exprimé à travers l'art kanak, il reste toujours le même. La parole des vieux, elle reste toujours la même. Et que ce soit au niveau de la chambrole, ou maintenant la vidéo, ou le falaise mapping, là, comme on va le voir à travers le reportage qui va suivre, le contenu reste le même. On parle tout le temps, on parle souvent, enfin on parle toujours de nos origines divines, on parle du vieux serpent qui est là, de nos ancêtres, quoi. Et puis justement, Chloé, on a eu de la chance de se rendre à Djéou il n'y a pas si longtemps, là, avant la fin de l'année. C'était à l'occasion du festival Festaoué. Et ça s'est déroulé à la tribu de Rodjé. Et puis justement, là, on a eu la chance d'assister à une séance de falaise mapping. C'est le sujet, c'est le thème du reportage qui va suivre, le reportage que je vous propose à voir à la maison, qu'on regarde ensemble. Dans une époque où la parole a perdu son sens, qu'elle ne sait où elle va, qu'elle ne sait ce qu'elle dit, que le vent qui la porte lui-même sait qu'il ne transporte plus les essentiels, sait que cette parole a du mal à s'attacher autour des arbres, autour des hommes, et que nous lier davantage devient difficile. Alors, il est bon de s'arrêter un instant, ici, au pied de ma falaise, là où les vents s'arrêtent pour repartir de nouveau, là où l'air est moins chaud, où mon cœur n'est pas excité par la violence de mon quotidien, là où le banyan a dompté le corail mais n'a rien cassé, là où le soleil ne règne pas en maître, mais où il ne fait jamais sombre. Là où ces lueurs du ciel viennent comme des propositions ou des rappels. Là où les anciens chemins montrent qu'on a circulé la parole. Là où les traces de vie sur les flancs sont mes véritables identités. Le travail qu'on a mis en place, c'est à l'initiative de Jean-Marc Gantoum, qui m'a demandé, par rapport à un de ses textes, et une composition de David Leroy, de travailler la vidéo en fait. Et puis voilà le résultat. L'eau recouvrait l'espace où nous sommes. Si vous voulez, c'est ce qu'on a retracé, on a projeté un peu, c'est notre patrimoine. C'est parce que ici, c'est un peu la mer au début. Et puis maintenant, vous voyez, ici à Kodé, pas loin d'ici, il y a le rocher qui rejoint la falaise de mer. Après ça, il n'y a plus d'endroit pour habiter. C'est pour ça qu'on va retracer. Maintenant, on peut habiter ici parce que la mer s'est retirée. Voilà, simplement ça. Il y a 3 millions d'années, ici même, nous sommes sous les eaux. La mer vient se battre au quotidien contre la falaise. Le bruit des vagues rythme cette bataille, qui peut être infernale. L'idée, c'était de montrer cette histoire, notre liaison entre le monde marin et le monde sur Terre, le monde mythique et un début d'histoire. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui sont matérialisées, qui nous montrent un petit peu ce passage, comme les chambrans, les chants, la langue, etc. Et l'idée, c'était de créer quelque chose, et pendant une demi-heure, et montrer qu'à un endroit comme les falaises, on pouvait mettre en valeur un espace, mettre en valeur des gens et mettre en valeur une culture.
passe au rythme des marées et du ressac. Je me suis inspiré par rapport au texte de Jean-Marc qui voulait justement qu'on parle un peu de Djéhou sous les eaux avant que l'île sorte des eaux justement. C'est pour ça qu'on voit tous ces poissons et que c'est pour rappeler que les falaises en fait étaient les tombants initiaux de la mer en fait. Tout ça était sous l'eau, c'est pour ça qu'il y a les poissons. Et après on voit qu'on sort justement de l'eau avec le lézard qui sort. Donc tout ça, j'ai pris des animaux qui sont assez totémiques aussi, par rapport au clan de Djéhou, entre autres. Et puis voilà, après on finit avec les deux chambranles et le totem, qui représentent justement nos clans, etc. Et j'ai placé les deux vieux, parce que les vieux, c'est quand même nos ancêtres. C'est eux qui nous ont fait naître, qui font ce qu'on est aujourd'hui et qui font que le travail puisse exister. Sinon, voilà, on ne serait pas là. Dans les moments les plus durs, je pleure des larmes, où ma sueur, de l'eau, toujours de l'eau, pour me souvenir hier que j'étais sous les eaux. Là, c'est la première fois que je travaille, enfin c'est la troisième fois qu'on fait cette présentation, mais c'était le premier projet à l'IFU sur les falaises. Donc je suis très content parce que c'est quand même mon île, l'île de mes parents, enfin de mon père surtout. Et puis voilà, moi je suis très fier d'avoir pu présenter ce travail ici. Mais ces entités aquatiques sont l'aube d'une nouvelle ère. C'est une manière de transmettre leur histoire avec les petits. Mais on a aussi des jeunes qui sont à l'âge de 17 ans, 18 ans, mais ils sont plus vers nous-mêmes. Ici, on travaille plus avec les enfants parce qu'ils sont encore à l'école ici. Et la danse, c'est une manière aussi de transmettre leur histoire. Et dedans, on parle aussi, et surtout la danse, le férois de Kodé, c'est dans le sang. C'est dans le sang d'un jeune de Kodé. Voilà. Je pensais que ça allait être difficile de mettre en place quelque chose, d'élaborer leur partie, mais en fin de compte, je me trompais parce que la plupart c'est des jeunes, encadrés bien sûr par des adultes, mais la plupart des danseurs sont des jeunes de la tribu et ils ont une faculté à se mouvoir, à chanter, à danser, à parler. En fait, ils attendent qu'on les dirige. Et le fait de dire qu'ils s'inscrivaient dans un spectacle avec plusieurs parties, une partie scénique, une partie image, une partie sonore, et de montrer le sens que ça avait, les jeunes se sont bien impliqués et effectivement ça a donné un spectacle de qualité, quoi.
c'est vraiment très beau, presque magique. En fait, c'est assez original de voir justement ce support moderne, comme tu le disais tout à l'heure, mélangé donc à ce cadre qui est plutôt traditionnel, plutôt cadre naturel, de voir ces falaises, de voir les poissons qui se baladent entre les racines de banian, et puis surtout à la fin les jeunes qui clôturent le spectacle, qui viennent danser pour la clôture du spectacle. C'est vrai, Chloé, d'ailleurs c'est important de souligner que ces jeunes-là sont là parce que pour eux, pour nous, pour la jeunesse du pays, c'est une chance, pour moi déjà c'était une chance d'assister à un tel spectacle parce que la parole que les vieux ont donnée depuis, la parole qui a été transmise à travers, tu parlais tout à l'heure des chambroles, de toutes les sculptures, même les peintures rupestres, même nos chants et puis nos danses comme le féoua qu'on a pu voir dans le reportage, mais la parole continue et reste le même. Et le fait qu'aujourd'hui ça soit reporté, avec les nouveaux outils modernes, du coup la jeunesse du pays elle est touchée, pas plus touchée, mais en tout cas ça parle plus à la jeunesse d'aujourd'hui. Du coup, voilà, on peut la richesse un peu qui est ressortie de ce spectacle-là. Dans ces chants, dans ces danses, on retrouve aussi nos origines. C'est ça. Comme le vieux le disait un petit peu là, c'est malgré le fait que les supports soient des supports modernes, et dans ces chants, dans la vidéo que le frangin Nicolas Mollet a réalisé là, c'est le même contenu, nos origines marines, le fait que on a l'habitude de dire ici au pays que nos grands-pères sont les lézards, les serpents, tout ça, le fameux serpent que les vieilles religions ont diabolisé un petit peu à travers les outils modernes aujourd'hui. La jeunesse, elle est à même de rendre un petit peu hommage à ce serpent-là, nos ancêtres qui ont plus de divinité que de choses diaboliques, on va dire ça comme ça à l'intérieur. D'accord, ça fait plaisir à voir en tout cas. Merci beaucoup Duc pour toutes ces informations. Merci à toi Chloé, puis merci encore à vous à la maison. Quant à nous, on retrouve Camille tout de suite pour Grandeur Nature. Bonjour Camille, alors de quoi nous allons parler aujourd'hui? Bonjour Chloé, bonjour à tous. Alors pour cette spéciale île Loyauté, on va partir dans Grandeur Nature à Lifou pour participer en fait à une petite chasse de crabes de cocotier. Alors avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Lifou, nous décrire un petit peu l'île, parce que c'est vrai que depuis le début de la semaine, on voit beaucoup de sujets sur Lifou, mais on voudrait en apprendre encore plus. Eh bien alors Lifou ou Jehu en langue est donc la plus grande des îles de l'archipel des îles Loyauté, avec une superficie de 1150 km². Donc on fait souvent la comparaison, on le lit partout avec la Martinique, donc aux Antilles, qui est donc aussi grande que la Martinique. Lifou est aussi grand que la Martinique. Mais en Martinique, il y a 387 000 personnes contre 10 000 personnes à Lifou. Il y a de la place. Il y a de la place pour les crabes de cocotier. Alors, pour parler de sa constitution géologique, elle est plus composée de roches calcaires, c'est ça? Exactement, donc Lifou, comme Marais, est donc un vaste plateau entouré de falaises. Donc toutes les deux en fait sont sur une plaque tectonique indo-australe et elles sont en fait constituées de roches calcaires qui reposent sur un substrat volcanique de 37 millions d'années. Wow. Donc en fait Lifou, pour simplifier, c'est un ancien atoll qui est remonté à la surface par les mouvements des plaques. Et aujourd'hui, l'intérieur de l'île correspond en fait au fond de l'atoll et les falaises correspondent plus au récif qui était autour. Donc voilà, pour en fait de son substrat calcaire, donc très poreux, Lifou n'a pas de cours d'eau, mais en revanche, elle renferme une importante lentille d'eau douce et donc en profondeur. Et c'est sûrement cette réserve qui fait que il y a une belle forêt dense qui pousse sur l'île. Bon, aujourd'hui, on ne va pas parler de cette richesse, on va plutôt l'observer. On aura l'occasion d'en parler dans une autre chronique, mais on va plutôt l'observer à travers donc une petite chasse, quoi. Voilà, donc pour ça, on va à la chasse aux crabes de cocotier. Exactement. Donc on est parti avec Jamie Wemo a été invité à participer à une petite chasse aux crabes de cocotier. Mais avant de partir, il faut en parler un peu plus
de ce crabe, faut que je vous en dise un peu plus. Alors, qu'est-ce que c'est ce crabe? Il vient d'où? Explique-nous. Alors, ce crabe de cocotier, en fait, fait partie de la famille des Bernard l'ermite. Voilà, on le connaît plus particulièrement pour sa capacité à casser les noix de coco qu'il va manger. Il les casse avec ses fortes pinces. Et on le trouve dans toutes les îles et îlots de l'océan Pacifique et de l'océan Indien. En Nouvelle-Calédonie, on le trouve plus particulièrement en forêt de bord de mer, sur des sols calcaires ou donc dans les îles Loyauté. Donc on le trouve en bord de mer, dans les falaises, parce que dans les falaises, il va aménager des petits terriers dans des petits trous déjà faits naturellement. On va aussi le trouver caché sous des palmes de cocotier, sous des racines d'arbres ou carrément dans les restes de noix de coco. Et je sais aussi qu'il mange que la nuit en fait. Voilà, il mange la nuit, donc il ne sort, il sort pas la journée pour pas être la proie de prédateurs et aussi pour éviter la chaleur. Et donc c'est la nuit que les hommes partent à la chasse aux crabes de cocotier. Voilà, il faut savoir que cette chasse est typique des îles Loyauté et c'est un peu comme la roussette, le crabe de cocotier est chassé pour des occasions, donc les mariages ou des cérémonies. D'accord. Et alors c'est quoi la technique justement pour l'attraper? Eh bien, on va dire chacun sa technique un petit peu, chacun sa méthode. Et nous, en fait, on est parti donc à Lifou pour voir comment ça se passait à la tribu de Wejemel. Nous sommes allés à l'occasion chasser. Jamie Wemo est parti chasser ce crabe de cocotier. Mais voilà, une chasse, c'est aussi l'occasion de découvrir de beaux paysages et de voir aussi les petits trésors de la nature. Regardez. La chasse de cocotier, crabe de cocotier, c'est notre délire. C'est depuis avoir que les vieux ils vont toujours à la mer pour chasser les crabes de cocotier. Et ils nous expliquent que pour les fils, après c'est nous qui va toujours maintenant, si on a envie de partir, on part pour aller chasser les crabes de cocotier. Et en même temps, on a pris aussi pour les petits jeunes, puis ça met de génération en génération. Le crabe de cocotier, on peut trouver à la mer, on peut trouver sous les pieds de cocotier. Eux, ils cherchent à manger, mais on peut trouver n'importe où. Voilà. Mais là, on est arrivé ici. On va aller, comme hier, on est parti déposer les pièges pour les crabes de cocotier. On va aller tout doucement. On a 15 minutes de marche pour aller au bas. On va attendre l'heure pour aller chercher les crabes de cocotier qu'on a mis les pièges hier soir. Moi, c'est jusqu'à demain matin de bonne heure pour chercher les crabes. C'est bon les jeunes qui sont en forme, les jeunes qui sont un peu... Et voilà. Puis au bas, ça monte, il faut avoir des chaussures de sécurité, des pantalons, avec des lampes aussi bien forts. Là. Toute l'année, si on a envie de partir pour chasser les crabes de cocotier, on descend pour chasser. Il y a les crabes de cocotier qui nous attendent au bas. C'est à nous de voir si on descend ou on reste. Quand il y a la pluie, ils sortent. Mais quand il n'y a pas la pluie, il y a les petits qui sortent. Ça dépend des crabes de cocotier.
Il y a les autres qui sortent pour baigner à la mer. Puis il y a les autres qui sortent pour chercher à manger pour les petits. Puis surtout eux, les autres crabes de cocotier, ils sortent à 9h, bonne heure. Et puis les autres qui sortent vers 1h du matin, 2h du matin. C'est pour ça que nous, on cherche jusqu'à 2h du matin, à 3h du matin. Falaise. On voit les falaises d'ici. Du coup, là, on vient de descendre de la falaise. Puis, c'est ici qu'on va camper. C'est ici la grotte, quoi. Puis, première chose à faire, c'est de faire du feu. Pour éloigner les moustiques, les fourmis rouges, tout ce qui va nous embêter dans la nuit. C'est... Ouais, là, il y a le phare qui vient de partir, il va aller ramasser du bois mort pour faire le feu. C'est bon à 9h? On va y aller à 9h, hein? 9h30. Deux petits cochons. Cochons sauvages. Eh, peut-être il y a des autres là. Viens. Venez. Voilà la mer là-bas. Là, heureusement qu'on n'a pas emmené de chien. Sinon, on aurait de la chance. Voilà, ce soir, c'est menu cochon. Voilà, deux petits cochons. Cochons sauvages. Femelles, hein? Oui, deux femelles. Deux femelles. On bouge. Il est 9h. Il est 9h. On bouge. Merci. Et bon, ben là, on commence déjà à vérifier les pièges. Là, on a taillé un petit bout de bois pour mettre par-dessus le coco. Pour que... Là, on a mis comme ça, de cette façon. Comme ça, le crabe de cocotier, il va pas s'enfuir avec le coco. Ça fait que du coup, on a planté dessus un bout de bois. Voilà, c'est là qu'il va grimper dessus, il va essayer de tirer. Et puis, il ne pourra pas. Du coup, il va commencer à grignoter et c'est là qu'on va venir le chercher. Bon, ben là, on va continuer à vérifier les autres pièges. On y va. Oh ben là, on a trouvé un. Voilà, il est juste là. Il y a le piège qui se trouve là-bas. Et puis là, il y a Kouza là qui va vous montrer comment on l'attache. Nabi Haoué.
Ça, c'est un moyen. Peut-être qu'on aurait de la chance, qu'on va trouver des gros. Dans une chasse de crabe de cocotier, ce qui est dangereux, c'est les deux pèces. Il faut faire attention pour les deux pèces parce que c'est un peu dangereux. Il ne faut pas qu'on attrape les deux pèces. Il faut d'abord attraper les pattes qui sont lourdes. Quand ils pèsent, eux, ils savent que c'est la main des humains. Ils ne peuvent plus lâcher. C'est bon le bois, les autres trucs, mais eux, ils savent déjà que c'est ça, c'est la main d'un homme ou des êtres humains. Et ils vont pincer, il ne faut plus lâcher. Obligé de couper avec le couteau. Ou... Faire attention, c'est trop dangereux. Ah, premier crabe. Voilà donc pour ce reportage du côté de la tribu de Wedjoumel. Alors Camille, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de précision sur ce crabe de cocotier? Eh bien, ce crabe de cocotier, Bigus lastro, c'est son petit nom. En fait, c'est l'un des plus grands arthropodes terrestres de ce monde, où en fait on peut voir il a des couleurs qui varient du bleu, violet, au orange, rouge. En fait, tout ça dépend des individus et de l'île sur laquelle ils vivent. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils possèdent tous 5 paires de pattes. Donc 2 pattes hyper puissantes donc, à l'avant. De grosses pinces. De grosses pinces qu'ils utilisent bien pour décortiquer la noix de coco. 3 pattes à l'arrière, des pattes locomotrices qui permettent donc qu'ils se servent de ces pattes pour se déplacer. Et la 3e paire de pattes qui est cachée en fait sous sa carapace. C'est un peu en fait comme une pince de secours. Donc voilà. Une chose est sûre, c'est que c'est le plus grand des animaux terrestres à posséder bien des pattes articulées connues dans le monde. Alors, est-ce que tu peux nous parler également de la reproduction du crabe de cocotier et surtout pourquoi on le retrouve uniquement dans la zone tropicale ou intertropicale? Eh bien, en fait, après l'accouchement, les femelles vont libérer plutôt. L'accouplement, en fait, voilà, c'est parce que je voulais parler des œufs. Donc, les femelles vont libérer les œufs en bord de mer. Donc, ça va se passer lors de la nouvelle lune, donc pendant la nuit. Généralement, ça se passe à marée haute et les œufs vont être libérés suivant le mouvement des marées, donc avec l'action des vagues. Donc les larves vont rester dans l'eau environ 1 mois et après ça va être l'aventure on va dire pour le crabe parce qu'une fois sorti de l'eau, eh bien le crabe va devoir bien conquérir le reste, le milieu terrestre et il va devoir se trouver une carapace pour se développer et cette carapace qui va bien lâcher une fois qu'il aura atteint l'âge adulte. C'est un petit peu comme le Bernard l'ermite. En tout cas, on le trouve bien dans les régions tropicales et intertropicales, tout simplement parce que c'est une espèce qui ne survivrait pas à basse température et il ne trouverait pas de quoi se nourrir ni pour se reproduire, enfin pour vivre tout simplement. Alors justement, est-ce que tu peux nous rappeler de quoi se nourrit le crabe de cocotier? Eh bien, le crabe de cocotier donc, est omnivore et donc son régime alimentaire est principalement composé donc, de noix de coco, de fruits de pandanus, de papaye, de petits crabes, mais également il se nourrit de sa propre mue, qui est donc un élément très important. On trouve des éléments très importants donc, pour sa croissance. Donc il doit certainement se régaler. Donc pour se nourrir, petite anecdote, c'est en fait il va transporter sa nourriture dans son terrier, donc dans les petits trous qu'il a trouvés dans la roche, et il va se cacher avec sa nourriture pendant plusieurs jours
jours. Donc il faut peut-être un peu calculer les jours où il se nourrit pour pas aller à la chasse, pas perdre son temps. D'accord, ok. Il ramène tout chez lui comme un garde-manger, quoi. Voilà, il y reste, il se régale pendant plusieurs jours. Eh bien, merci pour cette escapade au pays de Jéhu. Et puis donc, on te retrouve pour une prochaine émission. Oui, à bientôt, Chloé. Au revoir. Quant à nous, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On continue demain pour toujours cette spéciale Île Loyauté. À demain.